Laurent Roland, Tonniquès, bonjour. Ahmed Arikba, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, dans quelques petits jours, la rentrée des classes, on en parle depuis peu et on continue d'en parler justement puisqu'au fil des jours, disons que eh bien, les infos nous parviennent quant à ce que vraisemblablement les signaux sont au vert pour une paisible rentrée. Le cas de concertation entre justement le gouvernement et les partenaires sociaux qui eh bien, s'est réuni il y a quelques jours justement et au détour de cette rencontre, on se rend bien compte que les uns et les autres ont discuté et se sont entendus sur l'essentiel, Laurent. Oui, je crois que c'est une bonne nouvelle pour les acteurs du monde éducatif. Il faut que les différents acteurs, de toute façon, gouvernement, syndicats, s'entendent, les partenaires sociaux, comme vous le disiez si bien, s'entendent très bien pour que nous ayons une rentrée scolaire, une reprise de classe apaisée, et que nous ayons une année scolaire apaisée. C'est ce qu'on souhaite pour le monde éducatif. On a pu voir qu'au-delà de ce qu'on peut reprocher, la manière dont le droit de grève a été plus ou moins supprimé ou bien réduit, en tout cas pour les enseignants ou les fonctionnaires de l'État. Mais il faut reconnaître que l'absence de grève dans depuis plusieurs années, en tout cas, les grèves perlées qu'on observait par le passé. Depuis l'arrivée de ce régime. Oui, on a pu constater qu'il y a des résultats. Il y a des résultats au point où vous voyez les résultats au niveau du monde scolaire public, que vous comprenez qu'il y a une avancée notable, quoique il y a encore des problèmes à régler, notamment les infrastructures, les AME. Et fort heureusement, on lit quand même à la une de quelques journaux ce matin qu'il y a le personnel enseignant, en tout cas, il y a un nombre important qui sera déployé dans les écoles. Donc, quand on fait la somme des résultats aujourd'hui, on peut se réjouir de ce que quelque chose se fait. Et oui, et donc pour ça, il faut alors maintenant travailler à motiver davantage les enseignants, parce que c'est eux qui font, ce sont eux qui font le gros lot du travail. Il faut trouver le moyen de les motiver. Je le disais il y a quelques jours ici, quand vous vous rendrez compte que le premier de l'Atlantique au BPC 2024 est issu d'un collège public, il y a matière à féliciter les enseignants aujourd'hui et à les motiver davantage. Donc j'estime que si on a supprimé, on réduit le nombre de jours de grève par 1 pour ces fonctionnaires, il faut de l'autre côté quand même travailler à les motiver, parce que ça, beaucoup plus, peut apporter aussi un bon résultat. Apporter justement un bon résultat. Dans ce sens, vous le disiez, le matinal a d'ailleurs écrit près de 2500 nouveaux AME déployés. On apprend également avec le quotidien que environ 300 000 kits ont été distribués aux apprenants. Oui, je crois qu'on l'a soulevé sur ce plateau en disant qu'il y a un certain nombre de corps de métiers pour lesquels il faut travailler, voler au secours. Je ne sais pas quels ont été les critères pour attribuer ces 300 000 kits, mais j'insistais sur le fait que tous les militaires qui sont au front, notamment au niveau de nos frontières, pour lutter contre les djihadistes, il faut d'office prendre en compte les enfants de ces militaires, parce qu'ils sont en train d'offrir leur poitrine pour la patrie. Et donc, pour cette raison, il faut trouver les moyens de les motiver, parce que si vous êtes au front pour défendre la patrie et que vous savez que vos arrières sont assurées, vous avez beaucoup plus de motivation à vous engager à défendre la patrie. Donc, sur les 300 000 kits, je ne sais pas combien de kits on a pu trouver pour les enfants de ces militaires, ces forces de défense et de sécurité qui sont au front, notamment la garde nationale. Donc oui, et on peut déjà se réjouir de ce que 300 000 kits sont distribués aux enfants. J'ai pu voir les images et donc oui, dans certains milieux, les enfants ont juste besoin d'un cahier, d'une ardoise pour aller à l'école, mais ils n'en trouvent pas. Et donc, quand on fait ça, ça motive et ça, parce qu'il y a des parents qui, malheureusement, jusqu'à l'heure où je vous parle, peut-être n'ont pas encore acheté de fournitures pour les enfants. Et donc, quand on donne ces kits-là, on donne l'assurance à ces parents que oui, ils ne sont pas laissés pour compte. Et les enfants aussi ont la joie. Un enfant qui, à la veille de la rentrée, se retrouve avec un cahier neuf, avec une ardoise neuve, avec un stylo ou un petit sac, vous lisez la joie dans son visage. Il a envie, là, il est pressé d'aller à l'école. Mais dès lors qu'il n'est pas sûr d'avoir même l'ardoise, c'est que vous voyez la tristesse, le désespoir total dans ses yeux. Donc, on ne peut que féliciter, remercier le gouvernement pour cet acte qui donne de la joie et qui donnera certainement de la joie à des parents et à des enfants. Et sur le sujet Fraternité écrit, campagne nationale de distribution de kits scolaires 2024-2025,
un pas de plus vers l'équité éducative au Bénin. Oui, c'est un pas de plus. On a dit, moi je le dirai jamais assez, le chef de l'État a décrété le hautement social le 23 mai 2021 à Porto-Novo. Et donc, dans le cadre de ce hautement social, il faut travailler pour l'équité, il faut travailler pour l'égalité, donner les mêmes chances à tous les citoyens. Il y en a dans la République qui ont les moyens d'inscrire leurs enfants à l'école, d'acheter les kits à leurs enfants, mais il y en a qui n'ont pas les moyens. Et ce n'est pas des gens qui n'ont pas envie de travailler, c'est des gens bien qui ont envie de travailler et qui peut-être ont perdu leur emploi ou bien qui ont essayé en entreprenant quelque chose, mais que ça n'a pas marché. Ou c'est peut-être des gens qui n'ont aucune chance comme ça. Quand vous allez dans certaines régions reculées du Bénin, et même quand je dis même reculées, c'est même pas, c'est trop dit. Même dans Abomey-Clavi, là, il y a des arrondissements, des villages dans lesquels vous irez là-bas, vous allez là-bas, vous posez la question de savoir comment est-ce que ces gens vivent. Et donc, nous sommes tous filles et fils du Bénin, et donc il faille maintenant travailler pour l'équité, donner les mêmes chances à tous les citoyens, aller dans les coins et recoins du Bénin, identifier, c'est vrai qu'on a fait déjà un travail qui permet d'identifier les plus pauvres et de leur donner quelque chose par mois, oui, mais au-delà de ce qu'on donne par mois, il faut identifier ces enfants qui ont peut-être besoin d'un cahier, d'un bic, je l'ai toujours dit, ce n'est pas que la responsabilité de l'État. Quand vous avez un peu à côté, que vous avez peut-être un surplus, que vous devez aller prendre une bière tous les soirs, vous faites le point d'une bière tous les soirs. Si c'est 500 francs, ça fait 15 000 francs quand même. Avec 15 000 francs, vous avez acheté les fournitures pour 3 enfants déjà, qui vous donnent de la joie aux enfants. Donc, ce n'est pas que l'État qui doit travailler pour l'équité, c'est aussi nous-mêmes qui avons un peu de moyens, qui avons peut-être la possibilité d'acheter 2 cahiers de 200 pages, un cahier de 100 pages, un stylo et une adresse à un enfant. C'est à nous aussi de le faire. Et donc, là, c'est-à-dire, c'est les inégalités qui font le terreau pour les vices. Quand la personne est dans votre région, dans votre zone, pardon, et est désabusée, désespérée, vous avez les moyens, vous ne faites rien. Et parfois, c'est vous qui faites le bling-bling et qui vous foutez pas mal d'eux. À un moment donné, ça fait naître en ces enfants peut-être des vices, le vol, la prostitution, autant de choses. Et les mêmes enfants viendront vous casser votre maison. Et le jour où vous allez vouloir riposter, ils peuvent vous tuer. Donc, autant soyons peut-être solidaires pour barrer la voie à certains vices. C'est très important. On parle également d'équité éducative dans les colonnes de Dynamisme Info ce matin, Laurent. École gratuite pour les filles jusqu'en terminale, étendre la mesure aux communes non encore couvertes. Oui, c'était un projet pilote. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire travailler à ce que sous Boniaï, on a pu voir que les filles étaient systématiquement prises en compte dans nos écoles, notamment les collèges également. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour la promotion du genre, parce que c'est le thème qui est en vogue, il faut permettre aux enfants, aux filles d'aller à l'école. Quand vous avez, moi, j'ai fait le constat également, quand vous commencez la 6e avec 6 filles, il est rare d'avoir peut-être la même, parmi les 6 filles, une fille en terminale avec vous 2, ou parfois ces filles disparaissent et c'est d'autres filles qui sont peut-être transférées d'une autre école vers votre école que vous retrouvez dans la case de terminale avec vous. Le reste, les autres parties, elles sont allées au marché en train de vendre là-bas, ou soit elles ont chopé une grossesse, elles sont parties, ou soit les parents n'ont pas de moyens, on dû les envoyer en apprentissage. Ou en mariage. Ou en mariage forcé. Donc, voilà, mariage forcé. Et donc, j'estime véritablement que il faut travailler à donner les chances aux filles. Je raconterai peut-être, si vous permettez, l'histoire d'une jeune dame qui est actuellement aux États-Unis, qui est dans l'armée américaine. Quand elle était en 5e, elle a redoublé la 5e. Et les parents, les amis à son père, ont dit à son père de l'enlever de l'école, de la mettre en apprentissage. Ce que le père a voulu faire à un moment donné, c'est la maman qui dit, mais écoute, donnons-lui encore une chance. Elle a réussi à passer l'année qui a suivi et aller jusqu'en terminale, elle a eu le bac. Elle est restée dans ce pays. Elle a fait le BTS. Et puis après, elle est allée au concours, comment vous appelez, concours de gendarmerie 6 fois dans ce pays. Elle a joué. Mais elle a joué la loterie visuelle, elle s'est rendue aux États-Unis. Elle a juste postulé. Elle est aujourd'hui dans l'armée américaine aux États-Unis. Et elle sait depuis des années. Et elle a pu changer la vie de ses parents. Donc, pour dire quoi? C'est son niveau qui, à un moment donné, quand elle a fait ça, elle est allée aux États-Unis, ce qui a fait qu'elle s'en est sortie aussi facilement. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, il faut donner la chance à ces filles-là qui ont envie d'étudier. Si vous avez une fille autour de vous qui a envie d'étudier, il faut lui apporter un coup de main. Je ne dis pas que les vieux vicieux achètent cahier à la fille et puis après appellent la fille dans le canapé. Ce n'est pas ça. Donnez la chance à ces filles-là.
que l'État fasse ce qu'il peut faire, mais que toute personne qui a la possibilité d'aider les ONG, la société civile, de donner un appui conséquent aux filles, pour que nos filles puissent aussi étudier. Parce qu'ailleurs, on voit, écoutez, au plan international, nous voyons beaucoup de femmes, quand vous regardez les institutions internationales, il y a des femmes qui viennent représenter leur pays ici. Combien de femmes au plan international représentent le Bénin aujourd'hui? Faisons le point. Donc j'estime qu'aujourd'hui, on doit travailler à cela et pour motiver beaucoup plus nos filles à aller davantage à l'école. L'État fait déjà ce qu'il peut, mais il faut étendre, comme le dit Dynamisme Info, il faut l'étendre. Mais il nous revient aussi, nous aussi, d'encourager les filles à aller à l'école, ne pas les décourager. On parle toujours d'éducation et toujours de la rentrée des classes. À la une du quotidien Dynamisme Info, Laurent Roland-Tononiquès, à l'oreille droite notamment, limitation des effectifs dans les classes au secondaire, une mesure visiblement pas réaliste au regard des réalités en présence. Oui, je crois que c'est un problème à régler. Il faut déjà tenir compte des situations pour régler les problèmes qui se posent. Je crois que c'est très important. Sinon, en réalité, les problèmes vont toujours rester. Et quand on félicite le gouvernement déjà pour quelques actions, il va falloir que le gouvernement se penche aussi sur les autres situations qui s'imposent à l'école béninoise. Alors, l'idée ici, évidemment, c'est d'arriver à limiter le nombre d'élèves dans les classes. C'est très important. Au secondaire. Mais après, selon ce titre du quotidien Dynamisme Info, c'est que oui, une chose est d'avoir un projet d'atteindre ce niveau, mais l'autre est de tenir compte donc des réalités du terrain. Non, je le dis déjà d'enseignants, mais après également le nombre. En fait, c'est le ratio enseignant-apprenant. Oui, et après le nombre d'établissements qu'on a aussi. Oui, voilà, non. Le nombre de salles de classe qu'on a par établissement. Le problème, oui, c'est pourquoi il dit que le gouvernement fait des efforts dans d'autres domaines. Parce que là, on annonce déjà 2400 et quelques AME. Malheureusement, je l'ai toujours dit, il y a un manque criard d'infrastructures scolaires de qualité dans nos écoles. Il y en a, le besoin est là, pardon. Et donc, le gouvernement doit travailler à cela. C'est vrai que le porte-parole a annoncé courant cette année que 6000 salles de classe ont été construites. Bon, oui, mais moi je parcours certaines localités de Abomey-Clavier à Lada, Abomey, je sais quoi, je ne vois pas pour autant de grandes nouvelles salles de classe construites. C'est vrai que le gouvernement a fait des efforts dans d'autres localités. Mais j'estime qu'il y a encore le besoin là, parce que si on doit limiter le nombre d'apprenants par classe, il va falloir construire davantage de salles de classe, il va falloir recruter davantage de personnel enseignant. Ça veut dire ça, c'est pourquoi il disait qu'il y a d'autres problèmes sur lesquels le gouvernement doit se pencher. Parce que si on dit qu'on doit limiter les apprenants dans les salles de classe, le nombre, c'est qu'on sera obligé de renvoyer d'autres à la maison. Si on doit tenir compte du ratio. Ou alors construire d'autres salles de classe pour les accueillir. Donc c'est l'urgence, c'est de construire de nouvelles salles de classe et de recruter de nouveaux enseignants pour régler ce problème. Le quotidien Le Matinal, Laurent Roland-Tononiquès écrit ce matin dans un autre registre, critiqué après sa visite à la GDIZ, Soglo remet ses profondeurs à leur place. Oui, c'est ce que je disais hier. J'ai pu suivre sa réaction quand le directeur général de la GDIZ s'est rendu chez lui au domicile. Et j'ai dit que c'est tout normal que l'ancien président de la République, M. Denis Soglo, apprécie ce qui se passe à la GDIZ. Moi, je n'ai rien comme ça. Et j'avoue que je l'ai répété. J'ai été à la GDIZ, moi, personnellement. Personne ne m'a envoyé là-bas. Je suis allé chercher à comprendre. Et j'ai vu ce qui s'y fait. Et ça, c'est à saluer. Et il faut féliciter le gouvernement pour ce qui se fait là-bas. Parce qu'au-delà de tout, c'est quand même une initiative qui participe à la croissance de notre économie et qui va qui va résorber le chômage dans notre pays. Et d'ailleurs, on sait très bien que beaucoup de jeunes ont été recrutés là-bas. Quoique, sur la question de la rémunération des jeunes, je continue de dire qu'il y a mieux à faire pour ces jeunes. Quoique, sur la mobilité de ces jeunes, je continue de dire qu'il y a encore mieux à faire. Mais au-delà de tout ça, il faut déjà apprécier l'initiative parce que c'est une initiative de développement. Maintenant, tout le commentaire que l'ancien président a fait après avoir apprécié cette initiative, ça n'engage que lui. Moi, je pense que chacun est libre dans la République de donner son opinion sur les sujets de développement ou de politique. Quand il évoque question de politique politicienne, c'est lui, parce qu'il a été acteur politique. Il a été président de la République. Quand il parle de politique politicienne, il sait très bien de ce dont il parle. Et donc, s'il dit aujourd'hui qu'il vaut mieux mettre la politique politicienne de côté, cela suppose que peut-être il a pris la décision de ne plus se faire de la politique politicienne. Donc, moi, pourquoi on veut lui faire du procès? Moi, j'estime qu'il est libre d'apprécier une initiative, il est libre de ne pas l'apprécier, il l'a apprécié, prenons acte.
Et moi, je le dis, le commentaire qu'il a fait après, ça peut ne pas être du goût des citoyens. C'est leur droit également de ne pas être d'accord avec lui. Et c'est aussi son droit de dire ce qu'il pense. Bon, il faut prendre acte de ce qu'il a dit et continuons, évoluons. Est-ce qu'on va continuer à... Il a parlé de chien écrasé notamment, donc évoquer ce sujet et lui en vouloir, c'est peut-être aussi un sujet de chien écrasé. Passons à autre chose. Patrice Talon a fait ce qu'il peut pour la GDZ, on voit ça, c'est du concret. Ça, il faut l'avouer. Il faut apprécier. Maintenant, après ça, il y a d'autres secteurs dans lesquels le gouvernement, peut-être, on peut trouver des choses à redire sur le gouvernement. Si, en son temps, ce qui me réjouit, c'est que je vois les communicants du gouvernement applaudir ce que dit Pépé Nicéphore Soglo. En son temps, quand il va critiquer certaines choses du gouvernement, qu'il soit prêt aussi à être d'accord pour ça. C'est tout simple. En fait, c'est tout. Parce que malheureusement, c'est le problème que nous avons au 229. Vous savez bien que c'est un vœu pieux. Oui, non, le problème, oui. Parce que le véritable problème, le monsieur a parlé maintenant. Parce que chacun est dans son rôle. Oui. Chacun joue son rôle. Non, le jour, il va dire telle chose que vous avez faite, ce n'est pas bon. Oui. Les mêmes vont commencer par dire que c'est le poids de l'âge qui n'est pas sage. Non. Si la personne apprécie aujourd'hui que vous êtes content, apprécier, c'est tout, c'est bon. Moi, je suis d'accord pour ça. En son temps, quand il va dénoncer quelque chose, il va critiquer le chef de l'État, Patrice Talon, que les gens soient aussi prêts à accepter ça à contre-cœur. Rien n'oblige, rien ne les oblige à l'accepter. Et rien ne dit que, sauf son respect, vous imaginez, Pépé a raison. Rien ne dit que Pépé a toujours raison. Vous imaginez que si Pépé avait dit que là, j'ai dit oui, que c'est bon, mais que les jeunes sont exploités et qu'il demande au chef de l'État de revoir rapidement la situation des jeunes là. Oui, il aurait pu le faire. Non, est-ce que vous imaginez au moins comment les gens vont lui tomber dessus? Non, parce que à bien des égards, tous ceux qui ont évoqué ce sujet de rémunération de nos jeunes, on sait comment les gens les traitent. Donc, je suppose que moi, je dis clairement, bravo à Pépé Nicéphore Soglo, il a fait preuve de sagesse en reconnaissant ce qui est bon. En son temps, quand il va reconnaître il va dénoncer ce qui n'est pas bon, que les gens soient prêts aussi à relayer ça et à applaudir pour dire il fait preuve de sagesse également. C'est très important. On va continuer, Laurent Antonin Kess. On va continuer. Je préfère ne pas répondre. Allez, la cloche à présent. Le quotidien écrit loi cadre sur la construction et l'habitation. Le principe de permis de construire imparable. La déclaration de patrimoine obligatoire. Oui, c'est très important. Dans la déclaration de patrimoine, on constate que les gens construisent, ont tellement de patrimoine et puis finalement on se pose la question. Et je crois qu'avec cette question de déclaration de patrimoine, ça va beaucoup régler un problème de blanchiment de capitaux et autres là, parce que les gens s'enrichissent. Enrichissement illicite. On ne sait pas. Vous imaginez des maisons sortent de terre en 6 mois. J'ai vu une maison il y a quelques jours du côté de Haïti là-bas, je dis, mais c'est en 6 mois, 6 mois quoi. L'entrepreneur me dit, mais on a construit ça en 6 mois. Ouais, quand les moyens sont disponibles. Oui, le problème c'est qu'il y a des gens qui travaillent. Ça peut se faire. Il y a des gens qui travaillent honnêtement, qui gagnent leur vie. Il y a d'autres qui sont dans des secteurs qui sont des menaces pour la jeunesse. Pour l'économie nationale. Non, pas l'économie nationale seulement, mais pour la jeunesse. Quand quelqu'un fait des trafics de drogue ou d'armes, par exemple, vous pensez que les gens, les citoyens sont sécurisés? Non, mais pourtant, lui se fait beaucoup d'argent et il se réjouit de ce qu'il a l'argent, mais après, c'est des vies qui sont détruites dans certaines mesures. Bon, maintenant, après ça aussi, il y a ceux qui ont la chance d'être à des postes de responsabilité qui, du jour au lendemain, deviennent multimilliardaires, alors qu'en réalité, le salaire, peut-être, c'est autour de 500 000, je ne sais quoi. Donc, bref, il y a autant de choses. Donc, vous déclarez le patrimoine, à un moment donné, les gens doivent pouvoir faire attention. Je crois que c'est une question d'assainissement de la gestion publique, hein, parce que vous venez gérer, on doit savoir qui vous êtes et ce que vous avez, ce que vous possédez. Et puis après, quand on voit que ça dépasse le nombre, on doit pouvoir vous interpeller également. Ça participera à ce que je peux appeler, même s'il n'y a pas, ça n'existe pas en politique, l'éthique politique. Des personnes de moralité, même si ce n'est pas moralité, bonne moralité, mais au moins moralité moyenne quand même, ça va participer et ça va participer à quelque chose. Parce que vous voyez, autant qu'ils sont les acteurs politiques que vous voyez, ils vont en Europe, ils vivent en Europe, ils respectent les règles en Europe, ils savent que même s'il y a une complication en Europe, ils peuvent pas se permettre des choses. Mais chez nous, ici, quand ils viennent là, ils se permettent tout. Donc, il va falloir travailler à un moment donné. Moi, je ne suis contre le fait que quelqu'un s'enrichisse, mais enrichissez-vous dans les normes et faites votre bonheur. Il y a un problème. Mais si vous devez vous enrichir, vous devez mettre en péril l'avenir de tout un peuple, mais attention, si on ne sera pas d'accord,
vous devez pouvoir répondre. Maintenant, pour le permis de construire, il faut dire également, oui, à ce niveau, les gens se lèvent pour construire n'importe comment. Et puis, on a pu voir depuis il y a quelques semaines ou mois, comment est-ce que les bâtiments s'écroulent en Côte d'Ivoire. Le permis de construire, en même temps, il faut des contrôles sur les chantiers. Moi, je suis passé devant des chantiers à Bokavi, j'ai vu comment les maçons faisaient le mélange. Je me pose la question de savoir si ces bâtiments peuvent tenir dans le temps. Malheureusement, il n'y a aucun contrôle. Vous lancez, vous le confiez aux gars, c'est là où ça doit prendre 4 paquets de ciment. Le maçon met peut-être à peine deux. Et 2 vont peut-être la nuit, là, on met 2 au dos pour aller livrer ça. À moins cher, bizarrement. Bizarrement. Là où le ciment coûte 3500, on va revendre ça à 1500 ou 2000. Ce n'est pas bien. Donc, il faut maintenant le permis de construire, mais aussi faire un contrôle permanent sur les chantiers pour savoir qu'est-ce que les gens veulent construire, la profondeur, c'est-à-dire la fondation. Parce que les gens font tellement d'économies qu'on creuse peut-être 0,50 et on oublie que les eaux de ruissellement peuvent passer par là à un moment donné et le bâtiment affaiblir le bâtiment. Donc, autant de choses sur lesquelles il faut se pencher aujourd'hui. Allez, cette question pour vous, Laurent Roland-Antonin. Qu'est-ce que se passe-t-il à Bohican? La débandade dans le rang des conseillers, écrit d'IB Info. Malheureusement, les politiciens, je ne comprends pas, ne s'inspirent jamais du passé, à tous les niveaux. Quand vous prenez les dirigeants en Afrique, aucun d'eux ne s'inspire malheureusement du cas Mobutu, Blaise Compaoré. Malheureusement, c'est-à-dire qu'on veut s'enrichir. Et puis on oublie que quelqu'un était immensement riche au Congo, qui s'appelait Mobutu, a fini mal. On oublie que quelqu'un s'appelle Blaise Compaoré, a fini mal. On oublie que quelqu'un s'appelle Alpha Condé, a voulu forcer les choses, a fini mal. On oublie. Et puis, c'est comme ça se passe. Autant, malheureusement, pour les chefs d'État en Afrique, à tous les niveaux, personne ne veut s'inspirer de ces anciens chefs d'État qui ont été dictateurs ou qui ont géré comme ils le veulent, qui ont maîtrisé le peuple, mais qui sont enrichis sérieusement, qui voulaient à tout prix être les premiers riches de leur pays. Ils ne s'inspirent pas de ces gens-là. Et vous venez aussi à tous les niveaux, quand vous descendez. C'est pareil. Dans ce pays, on a évoqué un sujet à Bohican, 39 hectares. Les gens sont allés en prison. Mais malgré ça, d'autres personnes travaillent encore à être dans les magouilles, la mafia foncière. Et c'est à tous les niveaux, ce n'est pas que Bohican. Même dans Bohican, encore ça se passe. Écoutez, autour de ma maison, il y a au moins 4, 5, 6 parcelles vides. Vous imaginez qu'une dame, je n'ai jamais eu la chance de rencontrer la dame, mais la dame, elle vient, elle voit la parcelle vide, elle met une plaque bleue, en 3 fonds bleus, et elle écrit A-A-N-C. Elle dépose la plaque. Et elle a fait ça sur 4 parcelles autour de moi, au point où les propriétaires sont venus, maintenant sont obligés de faire de la clôture et de mettre des plaques. Ça existe encore à Bohican. La même personne. Et donc, et parfois, vous voyez des jeunes qui sont dans les bars tous les soirs, et quand vous les voyez, des marcheurs de quoi? La même parcelle, on risque ça 2 fois, 3 fois. 3 fois. Donc, les gens ne s'inspirent pas du passé, c'est-à-dire, j'ai comme l'impression que prendre le risque pour aller en prison ou souffrir, c'est devenu une habitude pour eux, et donc ils se foutent pas mal des conséquences. Et quand on voit un peu ce qui se passe à Bohican, avec le premier adjoint au maire qui est en difficulté également aujourd'hui, c'est vrai que on parle de présomption d'innocence, mais toujours est-il que jusqu'à ce que la criette en arrive à les déposer, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et donc, même si le premier adjoint au maire n'est peut-être pas coupable, certains acteurs seront certainement reconnus, plus ou moins coupables, seront jetés en prison. J'estime que les politiques, parfois, doivent pouvoir prendre du recul. Et tous ceux qui sont encore là, qui me suivent ce matin, je leur rappelle que quand vous voulez poser un acte là, essayez de vous référer au passé pour dire, quand tel a posé tel acte dans le passé, qu'est-ce que ça a engendré? Cela va devant votre intérêt et en tout cas de la protection de votre famille. Vous allez en prison, vous perdez vos enfants, en tout cas, pas perdre pour autant, mais ça dit l'éducation de vos enfants, qu'est-ce que les enfants auront. Ceux qui sont allés en prison, qui ont 10 ans, 20 ans par exemple, j'en connais un avocat qui a 10 ans maintenant, quand il a 10 ans, quand vous regardez tout ça derrière lui, vous passez devant ces maisons, tout semble être délabré. Mais ce n'est pas bien. Et vous venez d'une famille. On appelle votre nom de famille, on dit que oui, voilà, il est ci, il est ça. Vous salissez l'honorabilité de votre famille. Les gens doivent suffisamment réfléchir. La recherche du gain pour être riche à tout prix, être puissant économiquement, politiquement, ne doit pas nous amener à prendre autant de risques au point de nous retrouver en difficulté. Que les gens comprennent qu'ils viennent servir et non se servir. Malheureusement, ailleurs, les gens viennent servir. Ici, nous venons nous servir.
Parce qu'on dit, mais si je ne prends pas pour moi, si je ne peux pas la vie de mes enfants, parfois vous prenez tout ça, vous envoyez les enfants à l'étranger étudier, ils reviennent drogués. Malheureusement, ils viennent malades, reviennent malades. Ou soit ils viennent, vous disent qu'ils veulent faire telle activité, il y en a plein qui sont là, quand ils vont vous dire la vérité, je veux bien que ces personnes quand même aient le courage de venir témoigner pour dire à d'autres personnes qui sont encore là, écoutez, ne faites pas ça. L'argent public là, quand vous prenez ça et vous mettez les gens en difficulté, ça ne vous sert pas. Ces domaines, ils ont mafia foncière, les gens achètent, et c'est les autorités qui passent derrière, qui signent des conventions encore à d'autres personnes, qui revendent des choses comme ça. Que ces dirigeants, à tous les niveaux, de la tête jusqu'en bas, ou du bas jusqu'à la tête, j'estime qu'on doit s'inspirer du passé, s'inspirer des anciens gouvernants, chefs d'État dans la sous-région pour dire, quand tel on fait ça, qu'est-ce que ça a entraîné. Et puis après, écoutez, aujourd'hui, vous regardez la famille Bongo au Gabon. Qui est au bord de la ruine. Ce n'est pas au bord de la ruine. Ils sont déjà ruinés totalement. Donc, il n'y a plus d'espoir pour eux. Si Oligui a peut-être pitié d'Ali Bongo, il lui donnera quelques avantages. Il donnera peut-être quelques avantages à son épouse et à son fils, Valentin Nouroudine. Donc, j'estime que quand on s'inspire de tout ça, là, on doit pouvoir quand même, à un moment donné, prendre du recul et dire, attention, vanité des vanités, et tout sera vanité. Vanité. Saltons Laurent Roland Toniquès au Bénin pour les travailleuses de sexe et leurs clients, vraisemblablement. Alors, à Cotonou, il y a quelques jours, on a appris justement l'arrestation de quelques-unes d'entre elles. Dabaro nous informe ce matin que 7 gestionnaires de maisons closes ont été interpellés à Parakou. Puis avec Daibi Info, on peut également lire ce matin, cette invite donc dépravation des mœurs dans le zoo. La police républicaine doit discipliner les travailleuses de sexe. Je l'ai évoqué, je crois que c'est avec vous que je l'ai évoqué. Il faut discipliner les travailleurs de sexe. Ah oui, le jour où vous nous donniez l'adresse des différents points, ou coins, devrais-je dire, où retrouver ces travailleuses de sexe. Moi, c'était pour vous aider au cas où. De Cotonou jusqu'à Zé. Alors, non, de Porto Novo jusqu'à Zé. Vous avez indiqué les différents coins. J'estime véritablement que... Et j'ai rappelé... Vous les trouvez, les retrouver. J'ai rappelé que j'ai fait un travail sur les travailleurs de sexe. Oui, on a compris. Qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent. Donc, vous comprenez. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Il faut les discipliner. Oui. Et j'ai donné les exemples pour lesquels il faut les discipliner. J'ai évoqué le cas de Kota où vous les voyez pratiquement nus. Le racolage, en fait. Oui, pratiquement nus, qui vous agacent sérieusement là. Et à des endroits où vous allez là-bas, elles sont pratiquement nues, elles vous agacent, Ce qui peut vous amener à fauter? Oui, parfois, pour ceux qui n'ont pas la tête tranquille et qui pensent qu'ils veulent. Il faut protéger les citoyens. C'est un monde pourri. Oui. En fait, parce que quand vous mettez là, vous imaginez le nombre d'hommes qui ont pris par là avec leurs esprits, toute abomination ou malédiction, vous allez là-bas vous choper aussi pour vous et vous partez. Donc, il faut faire très attention. J'estime que on ne peut pas refuser à quelqu'un de faire ce qu'il veut dans la République. Seulement que vous devez le faire dans les normes en vous cachant. Cette manière de se mettre au bord de la rue pratiquement nu et d'agacer les gens, la police n'a qu'à faire son travail. Et très bien d'ailleurs, la police doit pouvoir continuer à les discipliner. J'estime véritablement que si on ne les discipline pas, nos jeunes filles, nos enfants vont penser que c'est une bonne chose. Et vont commencer par s'adonner à une telle pratique qui en réalité nous salit. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi détecter les proxénètes, parce qu'on a parlé des gestionnaires de maisons closes. Il y en a 7 qui ont été arrêtés à Parakou. Ce n'est pas que les gestionnaires, parce que vous voyez, vous construisez votre maison, et puis après, elles viennent vous voir en groupe pour dire on veut louer la maison, et puis vous leur louez ça, et puis elles en font ce qu'elles veulent. Donc, en réalité, quand les gens viennent louer chez vous, vous devez pouvoir faire attention. Mais il y a des gens qui sont véritablement des proxénètes. J'en ai connu un monsieur qui était du côté de Zongo, qui amenait les filles de toutes les régions du Bénin, et qui les offrait au premier venu et qui prenaient de l'argent. Il y a des gens qui vivent de ça au Bénin. Il y a de ces patrons ou patronnes là, et qui sont aussi des proxénètes. De bar, de buffet. Non. Les centres d'esthétique que vous voyez là,
Il y en a beaucoup parmi elles qui sont des proxénètes, c'est vrai. qui utilisent des filles, qui les branchent aux hommes, qui gagnent de l'argent. Il faut aussi faire le ménage à ce niveau également. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de salons d'esthétique aujourd'hui, mais ce qui se passe derrière, oh là là, quand on va sortir ça, on va mettre sur la place publique, pardon. Je connais aussi quand même une dame qui est... Est-ce que vous pouvez nous citer aussi ces coins où... Non, je ne parlerai pas de ça. Je connais au moins un exemple qui se dit masseuse qui a loué une maison et puis dit que mais derrière, elle offre le sexe. Pour vous dire quoi? Il faut maintenant démanteler ces réseaux et mettre de l'ordre parce que j'estime que ça ne nous honore pas. Donc les proxénètes, il faut les identifier. Il y en a même qui sont promoteurs de bars. Voilà encore l'autre sorcellerie. Qui d'abord vont profiter de la dame ou de la jeune dame. La jeune fille. Et puis maintenant, envoie tous ses amis chez la jeune fille. Et quand la jeune fille refuse, on la renvoie. Et pourtant, c'est 20 000 francs que vous voulez lui payer par mois. Il faut aussi identifier ces personnes. Je disais il y a quelques jours avec un grand frère, devant une fille, une jeune dame, serveuse, pour dire, mais écoutez, en réalité, je suis formel sur le fait que le gouvernement, les députés qui votent tout le temps des lois pour nous, là, ils n'ont qu'à réfléchir sur ça pour nous sortir une loi pour protéger les services de bar. Les services de bar ne sont pas des jouets sexuels où n'importe qui vient, on touche n'importe comment. Attention, si vous voyez votre fille servir quelque part parce qu'elle n'a pas les moyens et qu'on la touche n'importe comment, est-ce que vous serez d'accord? Donc j'estime qu'il faut voter une loi pour d'abord ou bien peut-être revoir la loi sur le harcèlement sexuel. Et maintenant, corser en protégeant les services de bar. Vous allez dans un bar, vous vous asseyez, vous buvez, vous payez et vous rentrez chez vous. Et d'ailleurs, même, il faut exiger même les pourboires. Parce qu'elle n'est pas l'enfant de votre famille. Vous venez, elle vous sert, vous lui donnez le pourboire et vous la respectez, vous rentrez chez vous. Tel que ça se passe où parce qu'on veut donner 100 francs à la fin à la fille, on doit lui tripoter les fesses, toucher ses seins, lui dire de venir faire bisous. Et d'autres dos mûrs n'ayant pas... Parce que les promoteurs de bar aussi, c'était des sorciers ambulants. Mais non, beaucoup pas mieux. Pas non plus. Non, beaucoup pas mieux. Beaucoup pas mieux. Oui, beaucoup pas mieux. Je dis, certains pas je pèse mes mots. Parce qu'ils ne sont pas tous. Bon, ok, je dis voilà, beaucoup. Du même acabit, oui, je dis Ahmed Arepa beaucoup pas mieux. Parce qu'à la fin du mois, on enlève frais de verre cassé. Ben oui, ben si la serveuse casse les verres, il faut bien... On dit qu'elle a mal parlé à tel client, il faut enlever 1000 francs. Au finish, les services se retrouvent à 8000 francs à la fin du mois. Et là, maintenant... Elles sont obligées de s'offrir peut-être au premier venu aux clients pour donc, arrondir la fin de mois. Pour les protéger. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses aussi parmi elles. Hein. Oui. Il y en a qui sont, quoi qu'on dise là, ne seront jamais correctes. Mais celles qui sont venues pour chercher un peu d'argent, pour commencer une activité, il y en a qui ont commencé, qui ont travaillé, trouvé le moyen pour aller commencer une activité, qui sont sorties. Mais celles qui sont brebis galeuses, qui ne veulent que faire ça de leur vie et s'offrir à tous les clients, je ne parle pas de ces personnes, je parle des filles dignes qui, dormi, ont été obligés de s'adonner à cette activité quelque temps pour s'en sortir. On va finir maintenant, Laurent Roland Tononiquez, par ceci, fraternité, régulation de la vente à la sauvette dans le département de l'Atlantique. Le préfet Kodia veut sévir. Il faut sévir, c'est formel, j'en ai parlé hier, il faut sévir. Les rues ne sont pas des boutiques, ne sont pas des marchés. Donc oui, je suis d'accord que ces personnes cherchent un mieux-être parce que n'ayant pas de solution, j'estime que le gouvernement, en dégageant ces personnes des rues, doit peut-être aussi réfléchir à comment faire travailler pour leur reconversion. J'estime qu'il y en a pas mieux, peut-être des jeunes enfants qu'on peut envoyer en formation. Il y a des dames qu'on peut aider peut-être à louer des boutiques, je ne sais pas. Parce que si on donne de l'argent aux plus pauvres, on identifie les plus pauvres, on leur donne des appuis. On peut aussi voir à ce niveau ces personnes qui sont dans les feux tricolores, qui travaillent là et qui vendent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes pour les aider? Nous n'avons pas l'habitude, je le disais hier, nous n'avons pas l'habitude d'aller dans les supermarchés, les boutiques pour acheter ou dans les marchés parfois, parce qu'on veut acheter à la sauvette, parce que les gens dans les rues vendent. D'accord, mais quand on va davantage libérer de l'espace, en tout cas dans les rues, que les gens seront obligés d'être dans les boutiques, les citoyens prendront l'habitude d'aller dans les boutiques pour aller acheter. Donc il faut véritablement travailler à cela. C'est vrai que c'est dommage, les gens souffrent et c'est dans la recherche du mieux-vivre qui sont dans les feux tricolores, mais on ne peut pas encourager ça parce que combien de fois j'ai dû freiner dans un feu tricolore parce que peut-être il fallait j'allais ramasser un enfant ou j'allais cogner une dame, tout ça là. Et quand vous cognez tout ça, voilà, la personne n'a aucun moyen. Vous le cognez, c'est vous qui payez. Forcément. Donc c'est beaucoup de soucis pour les citoyens.
Allez, au Bénin, la vente à la sauvette est interdite dans le département de l'Atlantique. C'est un arrêté préfectoral rendu public il y a quelques jours et qui le dit. Le document signé donc par les soins du préfet Jean-Claude Kodja fait savoir que cette activité se passe dans des conditions irrégulières dans les lieux publics. Et pour plus de détails, l'arrêté préfectoral dit donc que la vente à la sauvette est formellement interdite au niveau des carrefours sur les artères, les trottoirs, les terre-pleins centraux et dans les feux tricolores des communes, des départements de l'Atlantique. Je pense aussi que si on peut faire le contrôle aussi, décourager ceux qui achètent dans les feux tricolores. Oui, si on trouve la formule de décourager, d'interpeller ceux qui achètent dans les feux tricolores, s'il n'y a pas d'acheteurs, il n'y aura pas de vendeurs. Donc à ce niveau également, il faut que nous-mêmes qui traversons le feu tricolore, que nous prenions l'habitude de ne plus acheter dans le feu tricolore, s'il n'y a pas d'acheteurs, il n'y aura pas de vendeurs. Donc à ce niveau aussi, on peut régler le problème. Puis il faut préciser que l'arrêté justement préfectoral précise que eh bien, les récidivistes seront contraints à payer une amende allant, je pense, de 10 000 à 200 000 francs CFA. Oui, donc, il faut aussi le dire, il ne faut pas que les gens, parce qu'on a dit c'est bon, il faut dégager les gens qu'il faut aller maintenant, quand vous voyez la jeune fille avec son étalage, en tout cas de la poursuivre. Non, avec bouteille de cajou sur la tête, par exemple, vous jetez, vous cassez. On ne leur demande pas ça. On peut saisir la bouteille de cajou. Non, il ne faut pas. Moi, j'estime qu'il faut maintenant, avant même de passer à la répression, il faut prier qu'ils prennent leur entonnoir, qu'ils se retrouvent dans le feu tricolore. Il faut de la sensibilisation. Ils fassent de la sensibilisation pendant au moins une ou 2 semaines, sensibiliser, et tout le monde doit constater qu'ils ont sensibilisé. Demain, s'ils viennent pour ramasser, pour sanctionner, on comprendra qu'ils ont fait le préalable. Parce que l'arrêté, là, combien de ces femmes ou ces personnes dans les feux peuvent lire cet arrêté-là et comprendre. La question de la vulgarisation. Voilà, on en parlait, quand on prend une décision, il faut vulgariser. Le mardi, oui. Mais après, on vous dira aussi que nul n'est censé ignorer la loi. Non, attention. Nous savons que nous sommes dans un pays où les gens sont essentiellement analphabètes. Il faut travailler toujours à vulgariser les tests. Merci à vous, Laurent. Roland Toné Nikes, en tant que parent d'élèves, vous préparez la rentrée des classes plutôt bien, j'espère. C'est pas facile, mais quelles sont les dispositions justement prises dans ce sens? On est censé en parler tout à l'heure dans la suite avec mes invités. À mon niveau, aucune discussion encore prise, malheureusement. D'accord. Mais Dieu fait grâce, je sais que... Qu'est-ce que vous attendez? C'est dans 4 jours, je pense. Non, Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Amen. Assurez-vous. Amen. Moi, mes enfants seront à l'école lundi prochain. Avec le nécessaire. Plaise à Dieu.